Bon, avant de commencer, je voudrais remercier le professeur Gowers pour son invitation et je voudrais aussi remercier Frédéric Patras qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Mais je tiens à préciser que cette présentation est le fruit d'une discussion commune entre nous deux, un philosophe, moi, et un mathématicien et philosophe aussi, lui, que nous avons entamé il y a déjà quelques années. Donc, c'est vraiment par hasard, je crois, que je suis aujourd'hui la première intervenante, après les deux conférences du professeur Gowers, dans un programme de séminaire qui est dédié à la philosophie de la pratique des mathématiques. Bon, je considère cela comme une opportunité parce que ça me permettra de dire un mot sur ce que la philosophie de la pratique mathématique aujourd'hui et sur comment elle s'est développée dans les dernières années. Deux textes de référence sur les sujets sont les deux volumes collectifs édités en 2005 et en 2008 par Paolo Mancoso, qui est professeur à l'Université de Berkeley et qui est cette année, entre autres, lauréat d'une chaire Blaise Pascal à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques en collaboration avec le laboratoire Sphère. Le premier volume, comme vous le voyez, est dédié à la visualisation, l'explication et au style de raisonnement en mathématiques, des thématiques qui avaient été négligées par la philosophie des mathématiques du début du XXe siècle. Et le deuxième livre est par contre plus explicitement intitulé « La philosophie de la pratique mathématique ». Les deux sont des volumes collectifs. Et comme l'explique Mancoso lui-même dans l'introduction de ces seconds volumes, et je cite, j'ai traduit de l'anglais que vous voyez sur le diapo, bon, les auteurs de ces volumes collectifs considèrent que l'attention excessive au problème de l'accès aux objets mathématiques, la dernière fois on a parlé des nombres, l'accès aux nombres, a rétréci terriblement les champs de l'épistémologie, et là on entend épistémologie en sens anglais, des mathématiques. Il considère que l'épistémologie des mathématiques a besoin d'être étendue bien au-delà de ses frontières actuelles et devrait s'occuper de questions épistémologiques qui concernent la fécondité, l'évidence, la visualisation, les raisonnements par diagramme, la compréhension, l'explication et d'autres aspects de l'épistémologie mathématique qui sont orthogonaux au problème de l'accès aux objets abstraits. À l'inverse, l'ontologie des mathématiques pourrait bien tirer bénéfice, apporter un regard plus attentif sur la façon dont des questions ontologiques intéressantes émergent en lien avec certains des problèmes épistémologiques mentionnés plus en haut, ainsi que de la pratique mathématique en elle-même. Bon, on pourrait ajouter à cette liste des nouveaux problèmes, abordés par cette approche la question des jugements probabilistes sur certains énoncés mathématiques dont le professeur Gowers a parlé dans ses deux interventions, et ce n'est pas par hasard, je crois qu'il était l'auteur d'un essai qui fait partie d'un autre volume collectif, dans le même esprit de cette philosophie, pas seulement philosophie, parce que là on avait plusieurs essais de plusieurs disciplines, c'est très interdisciplinaire comme volume collectif, mais c'est un volume collectif qui était édité par Reuben Hirsch en 2005 et intitulé 18 essais non conventionnels sur la nature des mathématiques. Je ferai remarquer aussi que 2009 a vu la création d'une vraie association, Association for the Philosophy of the Mathematical Practice, dont je suis actuellement aussi le secrétaire, donc je fais un peu de pub pour cette association, et qui a parmi ses membres des philosophes et des historiens des mathématiques et de la logique qui s'intéressent selon des perspectives variées aux différents aspects de la pratique de cette discipline. Bon, si les termes... Voilà. Si les termes, pardon, j'ai oublié cette autre ligne. Donc, si le terme de philosophie de la pratique mathématique est récent, au moins comme on l'a vu dans la littérature anglophone, l'idée n'est pas entièrement nouvelle puisque l'on peut réinterpréter a posteriori comme philosophie liée à la pratique mathématique diverses approches plus anciennes. L'une d'elles est l'épistémologie des mathématiques des traditions françaises avec Brunswick, Cavaillès ou Lautmann, très étroitement liée à l'épistémologie historique de Bachelard. J'en parle aujourd'hui ici, au Collège de France, car cette tradition est en partie incarnée par deux anciens professeurs ici au Collège de France, Jules Villemin
et Gilles Gaston-Granger. Bon, ce qui est peut-être son idée directrice, elle la distingue radicalement d'autres modes de penser la philosophie des mathématiques, et que les philosophes doivent se pencher sur la vie des concepts et sur la logique de leur genèse et leur transformation dans leur actualité. Donc cet intérêt pour la science en train de se faire, on en a parlé la dernière fois de ce qui est les mathématiques en train de se faire, et ces modalités de développement est vraiment partagé par une grande partie de philosophes de la pratique mathématique. Bon, un aspect crucial dont je vais parler aujourd'hui de la pratique mathématique, qui a été déjà beaucoup discuté dans la littérature anglophone et pas seulement, est l'utilisation en mathématiques de la visualisation et en particulier de diagrammes. Bon, pour des raisons évidentes, Euclide a toujours été l'objet d'intérêt philosophique. Je passerai rapidement sur l'utilisation du terme diagramme pour parler de figures dans les éléments d'Euclide, une utilisation qui pourrait prêter à controverse, parce que est-ce qu'il s'agit vraiment de diagrammes quand on parle d'Euclide ou plutôt tout simplement de figures géométriques? Bon, il faut savoir quand même que dans la littérature anglophone, on parle systématiquement de diagramme d'Euclide, probablement dans le respect de l'étymologie du terme, du verbe grec diagraphein, dessiner en traçant des lignes, de dia à travers et graphein, écrire. Bon, mais cela dit, je ne parlerai pas d'Euclide aujourd'hui. Et je soulignerai par contre comment depuis une dizaine d'années, on retrouve dans la littérature aussi des études qui se focalisent sur d'autres types de diagrammes ou de figures qui sont quant à eux tirés de mathématiques contemporaines. Mais pourquoi ce retard? Donc, on a eu encore une fois beaucoup d'études sur Euclide, mais pourquoi ce retard dans la considération d'exemples qui sont plus récents des raisonnements par diagramme? Bon, cela dépend sans doute du fait que le travail d'Euclide a effectivement été une référence et le fondement même de la géométrie pendant longtemps. Mais il est vrai aussi que les mathématiques d'aujourd'hui, comme on le verra dans mes exemples, demandent des connaissances qui sont des connaissances techniques approfondies pour comprendre même, tout simplement pour comprendre les exemples, et donc un niveau d'expertise qui appartient aux acteurs de, encore une fois, ce qu'on appelait les mathématiques en train de se faire, la recherche en train de se faire. Cependant, grâce à ces études plus récentes, on découvre dans la pratique mathématique une variété énorme de diagrammes, au point que l'on pourrait dire que chaque type de diagramme qu'on retrouve dans la pratique engage à des considérations épistémologiques et philosophiques, ça c'était un lapsus psychologique, mais aussi psychologique, différentes. Donc, dans la suite, je vais vous donner très rapidement une liste d'exemples qui ont été déjà analysés. Pour chacun d'entre eux, je pourrais vous donner des références plus précises si ça vous intéresse. Donc, encore une fois, on parle d'exemples qui sont des exemples géométriques, donc d'Euclide. On a des études qui s'occupent d'exemples qui relèvent de la topologie, par exemple le diagramme des nœuds, dont je me suis occupée avec une collègue mathématicienne et elle aussi est maintenant philosophe aussi. Et des exemples qui viennent de la combinatoire, qui montrent comment on peut coder certaines permutations par les biais de certains diagrammes, et des exemples tirés de la théorie des catégories, par exemple la technique du diagram chase. Je mentionne ces cas parce que ce sont des cas sur lesquels vous avez des articles, donc encore une fois, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des références plus précises. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ces cas, donc ça, c'est les genres de diagrammes qu'on retrouve dans toutes ces disciplines, dans toutes ces différentes catégories. Donc, je vous fais remarquer de maintenant que les exemples d'Euclide et aussi les exemples des nœuds, donc ça c'est des diagrammes des nœuds, pour ceux qui ne connaissent pas, qui existent en topologie, pour représenter, c'est le même nom en fait, on peut jouer avec la métrique de ces nœuds, mais ça représente le même nom. Donc, dans ces deux premiers exemples, vous voyez comment il relève de la géométrie, que ce soit métrique ou pas. Et par contre, les exemples que je vous ai donnés, donc les codages et aussi un diagramme du type de diagramme qu'on retrouve dans la théorie des catégories, sont très différentes. Bon, tous les exemples, ça va être un point de mon exposé, relèvent de l'intuition spatiale d'une certaine mesure parce qu'on doit reconnaître certaines parties, voir voilà, ce que
à quoi ces différentes parties correspondent. Mais dans le cas 3 et 4, donc dans les cas du codage et les cas de la théorie de la catégorie, on a des choses un peu différentes parce que là, il nous semble qu'il y a des objets qui sont représentés. Par contre, dans l'autre cas, par exemple, dans les cas de la théorie de la catégorie, on voit quelque chose qui est beaucoup plus similaire à une notation. Et donc, on a moins l'impression qu'on est en train de représenter véritablement certains objets. Donc, vous voyez que les sujets, ça c'est pour donner tout simplement quelques exemples. Je n'irai pas dans les détails de tous ces exemples, mais c'est seulement pour vous montrer que les sujets du rôle des diagrammes mathématiques présentent une grande variété, une grande richesse, et c'est sûr que cette richesse et ces variétés ne pourraient pas être traitées de manière exhaustive dans une seule étude, et certainement pas dans 1 heure de mon exposé. Et il y a aussi un autre élément très important à considérer qui complique encore les cadres, c'est-à-dire les diagrammes en mathématiques ne peuvent pas être dissociés de l'utilisation qui en est faite, c'est-à-dire de leur contexte d'usage. Donc c'est très important à chaque fois qu'on considère chacun des diagrammes que je vous ai montré où nous sommes dans les mathématiques, parce qu'on peut aussi trouver que, disons, les mêmes diagrammes peuvent être aussi interprétés de manière différente dans de différents contextes. Donc, leur sémantique, disons comme ça, si je peux utiliser ces termes, leur signification et leur contenu, vient en effet de l'usage qui en ont fait et de ces applications, des applications de ces diagrammes, qui ont une influence, par exemple, même sur la terminologie qui est utilisée pour en parler. Et je vais revenir sur cet aspect dans mon exemple. Donc, une conséquence est que, comme je vous disais, en fait, on peut avoir le même diagramme et 2 interprétations différentes dans des contextes différents. Donc, venons donc à ce qui était notre étude des cas dans ces contextes très riches et très variés. On a, comme je vous montrerai, je vais vous montrer 2 exemples qui sont des exemples des familles de diagrammes qui sont liées entre elles, mais qui sont encore différentes de celles que j'ai regroupées dans les 4 catégories que je vous ai montrées. Et ces diagrammes, on les a trouvés intéressants parce qu'on trouvait qu'ils constituaient une rupture d'un point de vue mathématique, mais aussi d'un point de vue philosophique. Et je vais revenir sur cette observation dans mes conclusions. Donc, l'article qu'on a choisi, c'est un article qui a été écrit par Alan Kohn et Dirk Kreimer, publié en 2002. Dans cet article, les auteurs cherchent à développer un formalisme mathématique pour rendre compte de certaines opérations qui sont faites sur des diagrammes. Et ces diagrammes sont des diagrammes qui sont classiquement considérés dans les contextes de la physique théorique, en particulier de la physique des particules. Donc, notre étude avec Frédéric s'est concentrée sur un passage spécifique d'une preuve contenue dans l'article que je vais examiner en détail. Donc, l'article porte sur les diagrammes de Feynman qui, depuis leur introduction en 1948, sont une famille d'objets parmi les plus importantes dans la physique des particules et des domaines qui sont connexes. Donc, les diagrammes de Feynman, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont des graphes qui sont constitués de sommets et des arrêts. Voilà, ce sont les arêtes, pardon. Qui suivent des règles de construction qui sont des règles de construction spécifiques. Donc, les arêtes, là, sont normalement interprétées comme trajectoires d'une particule et sont représentées par des lignes qui peuvent être droites comme celle-ci ou ondulantes ou pointillées aussi. Et ceci selon le type de particules à laquelle elles sont associées. Donc, vous voyez, pour revenir à ces catégories qu'on a vues tout à l'heure, là, on a vraiment l'impression d'avoir une certaine représentation de ce qui est la trajectoire de ces particules. Donc, par exemple, pour aller dans les détails, une ligne qui est une ligne ondulante pourrait représenter un photon et une ligne droite, un électron. Donc, dans une théorie donnée, l'électrodynamique quantique, la chromodynamique quantique, etc., les arêtes qui partent d'un sommet ne sont pas, bien évidemment, arbitraires et encodent la phénoménologie de l'interaction fondamentale qui leur correspond entre ces particules. En d'autres termes, la configuration d'arête et un sommet, ce qu'on appelle son type, code comment des particules interagissent pour former de nouvelles particules.
Donc, pour vous donner un exemple d'opération effectuée sur ces graphes, tel que vous la voyez sur la diapo, cette figure-là, qui est tirée de l'article original, illustre l'élimination, c'est-à-dire la contraction en un point, d'un sous-graphe et la notion de résidu. Donc, quel est le résidu? Le résidu d'un graphe est ce qu'on voit comme sa structure externe, et c'est-à-dire ce qui reste du graphe une fois que toutes les arêtes internes ont été contractées en un point. Et donc, ça, on obtient le résidu de ce graphe avec cette opération-là. Pour vous donner un exemple, donc vous voyez qu'on n'a que la structure externe du graphe. Donc, tout au long de l'article, Kohn et Kreimer donnent une place très importante à différents types d'outils visuels. Et dans certains cas, les constructions graphiques sont montrées de manière explicite. Donc, on les voit et ils nous expliquent comment les utiliser. Mais dans d'autres, la partie visuelle demeure d'une certaine façon implicite. Et ces constructions graphiques implicites, on peut les comprendre comme une sorte de cadre qui permettent de faire jouer notre imagination, comme a été proposé par la philosophe des mathématiques Jessica Carter, qui parle de diagrammes comme des frameworks, comme des cadres à l'intérieur, qui nous permet en fait d'activer cette capacité, disons comme ça, imaginative. Donc, dans cette présentation, je vais me concentrer sur la section 2 de cet article, où les graphes sont définis et utilisés pour prouver que l'opération d'insérer un graphe dans un autre, c'est-à-dire une opération de collage, et ça c'est encore une fois une terminologie qu'on retrouve souvent même en topologie, donc on est en train de coller un graphe sur l'autre, a une certaine structure algébrique, c'est-à-dire cette structure est une structure prélie. Le résultat est important. Pourquoi? Parce qu'il permet de relier les opérations qu'on peut faire sur les diagrammes, on peut effectuer sur les diagrammes de Feynman, à une série de structures et de propriétés intéressantes qui viennent avec les algèbres prélis, c'est-à-dire des espaces vectoriels L qui sont équipés d'un produit étoile tel que vous le verrez, vous le venez sur les diapos, et ça c'est important parce que cette équation, c'est important parce que ça va revenir au moment où on va considérer des manières différentes de la représenter. Donc, et je veux aussi vous faire remarquer comment, en fait, on est dans un contexte où on utilise des diagrammes et ces diagrammes, les constructions qui sont possibles à effectuer sur les diagrammes peuvent faire le lien avec un contexte différent qui est un contexte, par contre, algébrique. Donc, je vous donne la citation relative à la construction et raisonnement de Kohn et Kreimer, verbatim. On a éliminé certains des symboles et termes qui demandaient une définition qui n'est pas nécessaire ici dans ce contexte. Et en fait, ils disent, je traduis, une notion importante est celle du collage d'un graphe dans un autre. C'est l'inverse de la contraction d'un graphe en son résidu, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est en train de coller, on n'est pas en train de contracter. Alors que dans ces processus, un graphe est réduit à un sommet d'un type spécifique, on peut à l'inverse remplacer un sommet par un graphe qui a des arêtes externes compatibles avec son type. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut on a parlé des structures externes, que ce soit compatible, sinon le résultat est nul. Pour spécifier un collage de gamma petit dans gamma grand, on doit avant tout choisir un sommet interne ni où on veut effectuer le collage. Si le type de nid est incompatible avec la structure extérieure de gamma, on stipule que le résultat est nul. Si par contre les deux exemples d'arêtes sont compatibles, on devra en général choisir une bijection entre les deux ensembles d'arêtes. La somme sur tous les sommets et les bijections définit une opération produit de gamma grand et gamma petit qui est la somme sur toutes les manières d'insérer gamma petit dans gamma grand. Et je vais vous donner, dans la prochaine slide, diapo, vous verrez les images. Voilà, ça c'est vraiment tiré de l'article. Donc, il continue, on impose une normalisation telle que les graphes topologiquement différents sont générés avec multiplicité 1. La figure suivante illustre
ces processus. Et donc là, pour vous montrer un peu la figure, donc vous devez considérer que ça c'est une ligne pointillée, ça c'est 2 sommets, donc ça c'est 2 des arêtes. Et ce qu'on fait, on va faire les produits avec, donc on va insérer ces graphes-là. Donc c'est possible de l'insérer parce que vous voyez que la structure externe est compatible, parce qu'on a 2 lignes droites. Et ce qu'il faut faire, c'est de choisir où les coller, mais on obtient un seul résultat parce que ça, peu importe si on le colle ici ou ici, mais on a ce genre de résultat. Dans ces cas-là, c'est un peu plus... Donc, vous voyez qu'on a gardé la structure du deuxième et on l'a tout simplement inséré dans la première graphe. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a aussi cette ligne pointillée qu'il faut considérer. Donc, on fait la même opération. Donc, on va coller, les deux sont compatibles, ici et ici. Donc, on va coller soit sur ces sommets-là, soit sur ces sommets-là, mais ça va changer quand même la position où on va retrouver cette ligne pointillée. Et on peut aussi inverser et choisir de le coller différemment. Et donc, c'est pour cela qu'on obtient ces deux nouveaux graphes. Donc, vous voyez un peu pour vous faire comprendre quel est le genre de... Et vous voyez comment on utilise, même si, encore une fois, on ne connaît pas les détails mathématiques, ce qu'on est en train de faire, c'est des opérations qui sont vraiment des opérations guidées par... d'une certaine façon, notre intuition aussi spatiale par rapport à ce qu'on voit comme compatible, pas compatible, collage. Aussi, je vous ai dit, voilà, on peut inverser les diagrammes, etc. Donc, il y a toute une série d'opérations qu'on fait sur la base de ce qu'on voit sur ces diagrammes, disons comme ça. Donc, je continue. Ils disent, voilà, donc ça, c'est ce qu'on va appeler, j'anticipe un peu, une argumentation graphique, mais ils montrent ces diagrammes et ils disent, bon, qu'on obtient que cette opération de collage est une opération Prélit. Et pourquoi ça? Parce qu'il suffit de montrer que pour des graphes qu'ils appellent un PI, c'est-à-dire one particle irreducible, c'est-à-dire que ce sont des graphes qui restent connexes lorsqu'on enlève une arête arbitraire, et c'est les graphes qu'ils utilisent dans leur article. Voilà. Donc, ça suffit de montrer que ce genre de graphe, pour gamma i où i est 1, 2, 3, on obtient cette équation-là. Et ça, c'est l'équation que, voilà, nous montre que ça, c'est, en fait, ça donne comme, c'est la démonstration que ça correspond à une structure de l'algèbre Prélit. Donc, vous vous rappelez de l'équation que je vous ai montrée. Et là, c'est quelque chose d'intéressant qu'ils disent ça. Je vais revenir sur tout ça. Donc, prenez votre temps, mais je vais revenir sur cette équation. Ils disent en fait, bon, ça c'est élémentaire. Si on utilise que les deux côtés de l'équation se réduisent à la somme sur toutes les manières de coller gamma 2 et gamma 3, simultanément sur gamma 1 des sommets qui sont disjoints. Et donc, disons, tout notre intérêt, c'était aussi de comprendre, mais c'est élémentaire. Donc, encore une fois, on a parlé... je vais revenir sur cela, donc je ne veux pas trop anticiper. Donc, pourquoi cette étude, on l'a trouvée intéressante? Bon, avant tout, intéressante. Avant tout parce que, par rapport à d'autres études, d'autres diagrammes dans la pratique mathématique, et je peux revenir sur cela, ça c'est un cas où l'objet d'étude ici est les diagrammes pour eux-mêmes. Donc, il y a d'autres cas, par exemple, qui ont été traités. Je vous ai mentionné les cas du codage des permutations, où on voit que les diagrammes peuvent être utiles comme des heuristiques qui sont un peu derrière derrière la publication, mais qui ne sont pas publiés dans l'article final. Donc, ce sont des heuristiques qui ont, encore une fois, on revient à l'idée du cadre, qui l'ont permis d'arriver à la forme de la preuve telle qu'elle est à la fin, mais ne sont pas partie de l'argumentation. Là, par contre, l'objet vrai de l'étude sont les diagrammes eux-mêmes. Donc, ça, c'est déjà très intéressant. En plus, alors ça, j'ai encore des choses à dire sur ces points-là, parce que je vous ai dit en fait que ces diagrammes sont des diagrammes qui sont nés dans les contextes de la physique, mais là, on voit comment la sémantique de ces diagrammes, la manière dont on leur attribue un sens, se développe de façon qui est interne à la pratique diagrammatique, et c'est là malgré le fait que cette pratique est motivée par la physique.
ainsi que les choix des termes utilisés pour décrire les graphes restent les termes qu'on utilise pour la physique, mais on est vraiment dans une pratique mathématique interne, une pratique diagrammatique interne aux mathématiques. Donc, ce qu'on fait dans cet exemple, c'est de faire abstraction de la physique. Donc, on utilise vraiment ces diagrammes en oubliant qu'ils sont censés représenter des trajectoires des particules, mais on les utilise plutôt pour montrer qu'en fait, on peut arriver à une structure qui est une structure prélie. Donc, encore une fois, d'un côté, ils sont les objets d'étude et ils sont aussi des objets d'étude mathématiques en eux-mêmes, même s'ils viennent d'un contexte très différent, qui est le contexte de la physique. Un autre aspect très important à remarquer est que ces figures, et ça c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est très crucial dans la considération de cet exemple, c'est que dans ces cas-là, ces figures et les opérations qui ont définies sur elles ne font aucun appel à un formalisme particulier. Donc, bien évidemment, on peut étudier la structure prélie des graphes de Feynman sur la base des méthodes algébriques plus classiques. Ça a été fait, en fait, plus tard, en 2007. Mais la tâche de rendre tous les arguments explicites est complexe d'un point de vue mathématique. Il faudrait formaliser complètement des éléments qui sont par contre facilement accessibles dans la représentation des graphes grâce à dont je parlais, genre l'intuition spatiale. Donc, d'une certaine façon, en d'autres termes, si on considère les propriétés des diagrammes, on sait qu'il sera toujours possible de donner une preuve classique, de la formaliser, mais cette preuve classique, et ça c'est un point très important, avant tout ça va prendre plusieurs pages, donc ça va être très long et pas facilement surveyable, comme dirait Wittgenstein peut-être. Mais surtout, et ça c'est un point important, il pourrait même il dissimulerait les moments clés de l'argumentation, parce que là va introduire plusieurs éléments techniques, par exemple des éléments techniques qu'il faut expliciter, par exemple l'idée qu'il faut expliciter des groupes d'automorphismes, des graphes pour rendre compte du processus de l'identification des graphes qu'on a vus qui sont topologiquement équivalents. Donc il y a énormément de choses à expliciter. Mais surtout, ça va dénaturaliser, disons comme ça va donner un autre type d'argumentation et pas l'argumentation qu'on retrouve quand on raisonne par le biais de ce diagramme. Et dans l'article de Kohn-Kreimer, ce qui surprend est qu'aucune couche formelle n'est ajoutée, parce que les objets qui apparaissent dans la preuve sont les graphes eux-mêmes, pour la raison qu'il est assez naturel pour des mathématiciens dans ces contextes de mathématiques de se fier à des preuves graphiques. Et on peut revenir sur ces points-là parce que on a Alan Kohn qui est un mathématicien, mais on a aussi Dirk Kreimer qui est un physicien. Donc voilà, on peut d'une certaine façon raconter des histoires un peu différentes de ce qui est le rôle de l'argumentation graphique en physique et en mathématiques. Donc je vais essayer de revenir un peu sur ce terme de naturel parce que c'est un terme qu'on a utilisé aussi dans les séances du professeur Gowers. Donc peut-être que c'est un peu différent les termes comment je l'utilise ici. Mais l'idée, c'est vraiment que des mathématiciens à l'intérieur d'un certain contexte d'usage font confiance à certaines représentations. Donc, on n'a pas besoin d'expliciter et de formaliser tous les passages. Et on a qualifié ce type d'argumentation, donc une argumentation qui est par nature graphique, donc une argumentation qui s'effectue directement sur les diagrammes. Donc, à nouveau, pourquoi donc, cet exemple est-il intéressant? Bon, avant tout, il est d'un point de vue mathématique parce qu'il montre que le raisonnement par diagramme devient acceptable, était de facto accepté dans la pratique. Donc, on peut avoir des argumentations qui sont des argumentations directement graphiques. Dans un contexte, bien évidemment, ce n'est pas le seul élément, le seul composant de l'article, mais c'est un élément de la preuve qu'il donne. On pourrait se demander sur quelle base. Bon, par ailleurs, donc sur quelle base ces genres de preuves sont acceptées. Bon, par ailleurs, comme le disent les auteurs eux-mêmes, les actions qui sont effectuées
sur les graphes sont ce qu'ils appellent un autre élément à ajouter dans le toolkit. Oups. Pardon, c'est un peu... Merci. Voilà, c'est un autre élément. Il parle dans l'article même, je ne vous donne pas la citation, mais c'est vraiment leur expression. Ils parlent en fait de toolkit, de boîte à outils. Donc, ça, c'est un élément en plus qui va s'ajouter au toolkit, à la boîte à outils qui est à disposition des mathématiciens qui travaillent dans ces contextes. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par toolkit, par boîte à outils? Et là, je vous donnerai un autre exemple, encore une fois, de l'utilisation d'un diagramme. Donc, je vais revenir à l'algèbre Prelli et on a considéré pour comprendre cette expression de boîte à outils, un autre exemple de raisonnement par diagramme qui est donné par contre par Pierre Cartier. Donc, dans l'article dont vous trouvez la référence ici. Donc, il faut savoir que la structure d'algèbre Prelli, qui est connue aussi comme algèbre de Wimberg, est une structure mathématique fondamentale lorsqu'il s'agit de comprendre les extractions de sous-objets ou l'insertion de certains objets dans d'autres. Et pour cette raison, elle est l'expression structurelle des propriétés d'opérations qui ont souvent déjà une nature qui est une nature intrinsèquement spatiale. Désolée, pardon. La relation structurelle qu'on a vue dans l'équation que je vous ai montrée peut en fait être représentée de plusieurs manières. Par exemple, on peut utiliser des arbres et des opérations de greffe sur les arbres. On peut avoir des graphes qui décrivent des opérations multilinéaires et leur composition. On peut avoir aussi des boîtes qui représentent certaines situations d'input et d'output. Donc, Cartier, dans cet article, discute plusieurs de ces exemples, aussi leur interprétation graphique. Et entre autres, il suggère un codage figuratif qui rappelle la théorie des ensembles et qui peut être considéré comme un composant de la boîte à outils de mathématiciens qui travaillent avec des graphes. Et nous, on va appeler ces composants qui font partie de cette boîte à outils, les paradigmes Prelli. Voilà. Qu'est-ce qui fait donc Cartier? Alors, nous, on sait que l'opération fondamentale Prelli, on a vu que c'est les produits entre gamma 1 et gamma 2. Et elle est représentée comme l'insertion, on peut la représenter comme l'insertion de gamma 2 en gamma 1. Et normalement, quand on opère avec les diagrammes de Feynman, par exemple, les produits Prelli s'obtiennent comme une somme sur des insertions paramétrées par le choix d'un élément de gamma 1 qui est remplacé par gamma 2. Donc, qu'est-ce qu'il fait Cartier? Bon, il décide d'avancer encore plus dans l'abstraction. D'une certaine façon, on peut parler aussi d'abstraction dans ces contextes. Et de retenir de ces mécanismes uniquement la caractéristique plus essentielle, c'est-à-dire l'idée même d'insertion telle qu'elle est illustrée par ce diagramme-là. Donc là, on a les produits, on a ces produits, on insère gamma 2 en gamma 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insérer aussi gamma 3 dans les produits de gamma 1 et gamma 2. Et vous voyez, et encore une fois, je vous invite à le voir, qu'on peut le faire de deux manières différentes. Parce que si on doit insérer dans ces produits-là un autre ensemble, un autre patate, on peut l'insérer ici ou ici, donc c'est-à-dire à l'intérieur ou à l'extérieur de gamma 2. Et voilà, ça encore sont des graphes que vous trouvez, des cercles que vous trouvez dans l'article de Cartier. Donc, on peut insérer, comme vous voyez, soit gamma 3 à l'extérieur, soit à l'intérieur de gamma 2. Et voilà, si je reviens sur, je crois que ça c'est très clair. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On sait que la somme des deux cas correspond à calculer l'insertion de gamma 3 dans les produits de gamma 1 et gamma 2. Mais le deuxième cas correspond à calculer ce genre de produit. Pourquoi? Parce qu'on insère gamma 3 avant dans gamma 2 et après on insère gamma 2 et gamma 3 dans gamma 1. Alors, personnellement, je ne veux pas trop dire par rapport à cela, mais vous voyez que aussi dans ces notations-là, on a quand même cette idée de l'insertion, peut-être. Donc, on n'a pas les ensembles, les cercles, mais on a quand même voilà, cette idée qu'on va insérer ça dans ça. Voilà. Mais ce n'est pas exactement comme dans les cercles, bien évidemment.
Donc, si ça c'est le cas, on trouve que la différence correspondra au premier cas, où en gamma 2 et gamma 3 sont insérés dans des positions différentes en gamma 1. Et cela est symétrique si on prend par contre gamma 3 et pas gamma 2. Donc voilà, on a l'identité Préli. J'espère que vous avez suivi un peu tous les passages, mais l'idée c'est qu'on a cette différence-là qui va correspondre à cette différence-là parce que là, on a tout simplement commencé par gamma 3 et pas par gamma 2. Donc pourquoi, encore une fois, ça c'est important? Parce qu'il a plusieurs conséquences qui sont des conséquences intéressantes sur l'utilisation qu'on fait de ces diagrammes. Pourquoi? Parce que, avant tout, il représente l'idée d'un processus d'insertion par encodage graphique. Donc, on a vraiment imaginé les produits comme l'insertion d'un ensemble, d'un cercle dans l'autre. Et pour cela, ils rendent certaines inférences, encore une fois, plus facilement accessibles à l'intuition et au raisonnement. Donc ça, je dirais que c'est plutôt évident. Mais si Kohn et Kraimer, quelle est la différence quand même par rapport à l'exemple que je vous ai donné chez Kohn et Kraimer? Donc dans ces cas-là, on avait des opérations qu'on peut définir, qu'on peut montrer sur les diagrammes, et ces opérations correspondent à une certaine structure algébrique. Donc on a prouvé par le biais des diagrammes quelque chose, cette correspondance avec la structure Préli, dans l'algèbre Préli. Là, par contre, on utilise des diagrammes pour expliquer ce qui est le pattern, ce qui est le schéma qui est derrière les opérations qu'on a déjà effectuées sur les diagrammes de Feynman. Donc, d'une certaine façon, c'est quelque chose de plus avancé, de plus abstrait, parce qu'il nous donne ce qui est, disons, la règle schématique qui est derrière les genres d'opérations qu'on peut effectuer sur les diagrammes de Feynman. Donc, on voit là que on a déjà quelque chose qui explique, qui montre ce qui est un changement aussi à l'intérieur des mathématiques, c'est-à-dire un changement qui semble s'effectuer dans les paradigmes diagrammatiques du raisonnement mathématique, parce qu'on peut utiliser vraiment des diagrammes pour expliquer certains patterns qui sont des patterns qu'on retrouve aussi ailleurs. Et une fois qu'on a vu ça, et on a considéré cet exemple de Cartier, donc, qui est donné par Cartier, et qui nous explique quel est le pattern derrière ces raisonnements, on comprend mieux pourquoi Kohn et Kraimer parlent de quelque chose d'élémentaire. Pourquoi? Parce qu'ils disent, en fait, je vous rappelle, c'est à la fin de leur citation, c'est élémentaire si on utilise que les deux côtés de l'équation se réduisent à la somme sur toutes les manières de coller gamma 2 et gamma 3 simultanément dans gamma 1 un des sommets disjoints. Donc, la raison pour laquelle ils considèrent en effet que l'argumentation est élémentaire est qu'ils ont très probablement en tête exactement les patterns qui étaient illustrés par Cartier et l'idée d'insertion disjointe, comme n'importe lequel de leurs lecteurs qui est familier avec les raisonnements Préli. Donc, ça, c'est un schéma, disons, une règle schématique qui tous les praticiens à l'intérieur de ces contextes d'usage comprend bien et considère élémentaire. Et c'est pour cela qu'en fait, on a un peu discuté la dernière fois, cette idée de naturel, d'élémentaire. Donc, ça revient aussi à la capacité de retrouver certaines règles schématiques qui sont derrière la pratique. Et la chose intéressante, c'est, comme je viens de dire, que ça, c'est une règle qui est encore plus fondamentale de l'utilisation des diagrammes de Feynman. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment derrière leur utilisation. Et encore une fois, j'insiste un peu sur ce point de la possibilité de ce qu'on peut considérer comme une sémantique des diagrammes. Donc, une opération telle que l'opération qui est présentée par Cartier, c'est une opération qui nous montre, qui crée d'une certaine façon une certaine sémantique. Une certaine sémantique diagrammatique qui sera partagée et qui peut donner une interprétation géométrique à ce qui est prototypique, à ce qui est une relation algébrique formelle. Et comme on a dit, ça donne une clé qui est une nouvelle clé qui s'ajoute à ce que Kohn et Kraimer rappelle cette boîte outils qui était déjà disponible. Donc là, on ajoute un élément en plus.
Donc, j'arrive à la fin de mon exposé, comme ça je pourrai garder quelques moments pour les questions. Donc, j'espère de vous avoir montré comment les deux exemples que je vous ai donnés constituent d'abord une rupture du point de vue de la pratique mathématique traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils montrent un changement qui est un changement récent dans la façon dont le raisonnement purement diagrammatique est considéré. Ce qu'on a vu, c'est une argumentation que j'ai définie, une argumentation graphique, et qui est l'élément d'une preuve. Et je reviens sur le fait que c'est quelque chose qu'on peut formaliser, on peut décider de le formaliser, ça prend du temps et ça prend des efforts, mais qui n'est pas formalisé. Et le fait qu'il ne soit pas formalisé nous permet par contre d'exploiter ce qui est notre intuition spatiale, et d'une certaine façon, il nous montre l'accessibilité de certaines inférences, ce qui nous perderont dans les cas où si on va rendre toute l'argumentation explicite par le biais d'une formalisation. Donc ça c'est un point. Pourquoi c'est une rupture? Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on se fie à une argumentation qui est graphique, on n'a pas besoin d'avoir la preuve classique. Mais ils sont aussi une rupture, ces deux exemples, du point de vue philosophique, parce que si on considère ce genre d'éléments qui viennent de la pratique, qui va émerger de la pratique mathématique, on voit comment, en fait, on pourrait considérer les problèmes classique de ce qui compte comme preuve diagrammatique ou ce qui compte comme la validité d'un raisonnement par diagramme, c'est qui, je pense, motive de poursuivre les projets d'une philosophie, de la pratique mathématique, dont je suis sûre qu'on verra d'autres exemples dans les cours de ce séminaire. Et je crois que j'arrive à la fin, donc je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Et merci pour votre attention.